Je suis ensemblière depuis presque 30 ans. Une ensemblière, c'est quelqu'un qui raconte des histoires à travers des objets, des atmosphères, des couleurs dans un film. Moi, je commence avec le scénario. Je vois quels éléments sont intéressants, qui sont importants dans le scénario. Après, je fais un mood board. Ce sont les couleurs qui sont importantes ou les textures des tissus, des meubles, de la vie qu'il y aurait à la maison, de quel objet la personne pourrait aimer, etc. Je montre ça au chef décorateur et au réalisateur. Et puis voilà, ils sont d'accord ou pas d'accord. On en parle. Et puis donc je fais un book avec tout ça. Et c'est ça qui va être le fil rouge pour tout le temps qu'on va travailler sur le film. Pour A Quiet Passion, moi j'étais très impressionnée par le peintre Wilhelm Hammershøi. C'est très épuré, très scandinave. Dans A Quiet Passion, je voulais que la maison soit un peu sévère, selon parce que moi je trouve dans les époques là, surtout pour les femmes, le monde était sévère. Mais après, comme Emily Dickinson était passionnée par les fleurs, par la nature, par enfin, tout ce qui était nature et la poésie, évidemment, elle avait un grand jardin de fleurs, etc. Donc, j'ai fait un choix surtout dans sa chambre, mais un peu partout dans la maison, d'utiliser des détails de fleurs partout. Style, il y avait des fleurs sculptées dans sa chaise. J'avais mis des bougeoirs avec des fleurs et des oiseaux. Sur les papiers peints, il y avait des fleurs dans les tissus, parce qu'on a recouvert tous les... Donc, j'ai acheté des chaises et des banquettes, etc. Mais tout a été recouvert avec des tissus choisis pour ce film-là. Je préfère tourner au studio parce que d'office, tu commences avec un canvas vide. Donc, tu peux commencer de zéro et vraiment faire travailler ton imagination. Dans l'idéal, pour moi, c'est ça. Après, quand tu vas tourner en extérieur, ça peut être super chouette aussi parce que l'avantage, c'est que tu vas dans des lieux que normalement, tu n'irais jamais. Parfois, quand même, style par exemple, sur Les Misérables, on a tourné quasiment tout en décor réel, mais ils étaient tous vides. Donc là, c'est un peu comme un studio, tu peux commencer à partir de zéro. Aussi, par exemple, sur Les Misérables, il y avait quand même des bâtiments classés, et puis tu es dans une maison où il n'y a jamais eu de rideaux. Pour nous, il faut des rideaux, mais il n'y a pas de trous que tu peux utiliser. Donc, tu peux rien attacher dans les murs. Tu dois toujours trouver des systèmes pour attacher des choses, mais qui doivent être cachées, que tu ne peux pas voir. Donc, c'est quand même un défi à chaque fois. Tout le film était un défi, en fait. Mais bon, c'était tellement intéressant et chouette. Bon, d'abord, c'était un peu effrayant parce on a constaté que ça n'a jamais été fait. Tout un décor complet submergé, mais dans le scénario, donc, la maison était restée dans son état original presque. Elle est impeccable avec un peu de dégradation, mais pas énorme. On devait construire tous les décors sur une plateforme. Mais sur la plateforme, il y avait un poids maximum à hanter. Bon, il y avait le décor, évidemment, en soi, qui était dessus aussi. On devait calculer ensemble si ça allait aller, mais comment on descendait jusqu'à 8 mètres dans l'eau. La pression change et le poids change. Comme voilà, il y avait du métal, du bois, du tissu, il y avait toutes des différentes choses et chaque chose a un autre poids qui, dans l'eau, avec la pression, change encore. Donc, c'était quasiment impossible de vraiment calculer comment on devait faire. Donc, on avait
plongeur qui travaillait avec nous, qui s'occupait de la déco une fois sous l'eau. Donc, parfois, on n'avait pas mis assez de poids pour garder le truc sous l'eau. Donc, puis lui, il devait rajouter du poids une fois que c'était dans l'eau. Sinon, ça commençait à flotter, ça montait. Tout était collé, style pour les draps du lit, par exemple. C'était drapé d'une telle façon, mais pour que ça reste de telle façon, voilà, il fallait coudre tout, que ça reste bien comme ça. Dans la cave, par exemple, il y avait un chauffage. Comme tout allait être détruit après, tout, on a dû acheter tout. Mais le chauffage, évidemment, c'est comme on est plus ou moins dans les fin années 70, ça ne pouvait pas être un nouveau. Donc, ça veut dire qu'on a trouvé un vieux. Il n'y avait que 2 décors parfois sur la plateforme parce que bon, il n'y avait pas de la place pour plus. Nous, en déco, on travaillait tout le temps, mais les gens des tournages, évidemment, ils devaient attendre qu'un décor soit sous l'eau pour pouvoir travailler. Donc, pour ne pas bloquer ces gens trop et que la production ne perde pas trop d'argent aussi, nous, on avait très peu de temps entre le tournant des décors. Parce que aussi, ça prenait presque une journée pour que ça descende et aussi pour les remonter après. Par exemple, le premier décor, c'était la cuisine et la cave qui sont descendus ensemble. Quand ils sont remontés, la cuisine, ça a écroulé. Ça s'était resté une semaine sous l'eau. Donc, ils ont remonté ça pendant la nuit. Donc, et le matin, ça a commencé à sécher. Et comme tout a séché, sans doute, voilà, ça, on est arrivé le matin et tout était écroulé. Et ça puait énormément en plus. Parce qu'il y avait aussi, mais je crois que ça a été coupé dans le film, mais honnêtement, je ne l'ai pas encore vu. On avait mis un frigo et le réalisateur voulait que le frigo soit rempli. Donc, on a rempli le frigo avec de vrais légumes, de vrais œufs, etc. Mais la température de cette eau est presque 40 degrés, je crois, parce que sinon les plongeurs ont trop froid. Donc, quand ça s'est remonté après une semaine dans l'eau, et puis après quelques heures de séchage le matin, c'était horrible, horrible. Quand on a commencé dans la cuisine aussi, on voulait mettre de la mousse partout, mousse verte. On devait pouvoir attacher ça. Donc, on avait trouvé un système avec de la mousse, mais c'était sur des petites fils en cuivre qu'on a agrafé partout. Ça a commencé à rouiller immédiatement. Mais c'est pas comment on peut... Quand une erreur, un truc qu'on ne savait pas se produisait, on n'avait pas les moyens de remonter ce décor. Donc, c'est resté dedans. Mais le truc, c'est comme ça commençait à lâcher un peu. C'était très dangereux pour le drone qui faisait qui filmait parce que ça rentre, les petits bouts allaient dans les propellers du drone et donc voilà, ça risquait de l'abîmer. Donc, c'est le seul décor où on l'a fait et après, même si ça donnait super bien, voilà, on ne l'a plus fait parce que c'était pas possible. Pour éviter que ça rouille aussi, on a tout ce qui est métal. On a toujours traité ça avec un produit pour que ça ne rouille pas. On a fabriqué pas mal de choses pour Les Misérables aussi. Quelques exemples dans l'usine, par exemple. On avait un long mur qui bon, n'est pas très intéressant. J'avais un poêle plus petit que l'autre. Et voilà, je l'ai fait mouler et fabriquer. Comme ça, je crois qu'en tout, il y avait 8 que je pouvais mettre le long des murs, soi-disant pour chauffer un peu les personnes là. Comme ça, on pouvait partir avec des tubes qui partaient dans les plafonds, faire un peu un système chauffage usine. Il y a la kermesse qui revient 2 fois aussi. On a loué la caravane
chez un grand loueur à Paris. Cette caravane de la personne qui achète les cheveux et les dents à Fantine, on a été loué là-bas, mais après, il n'avait rien qui convenait pour l'époque. Mon collègue a eu la merveilleuse idée d'aller acheter des petites maisons de jardin pour enfants. Et donc, c'était un peu la forme un peu arrondie de ce qu'il nous fallait. Donc, je dis, ouais, c'est ça, on va faire ça. Et on va adapter, mais on commence avec ça en base. Et alors, mon équipe a commencé à rassembler les maisons de jardin qui étaient pour enfants. Donc, ils n'étaient pas énormes, mais bon, on avait une idée déjà de ce qu'on allait faire. Puis, ils sont venus me voir. Je travaillais dans le bureau, et puis ils sont venus me voir. Oui, bon, il faudrait que tu viennes voir parce que bon, ça ne va pas, c'est trop petit. Et puis, il y a tout le monde qui se fout de notre gueule. On a rehaussé la base, que c'était plus haut. Après, on a rajouté un peu de planche, que ça, c'était plus haut. Et même le production designer, quand il a vu avant, il m'a dit, bon, je crois que tu peux ramener tes jouets. Je dis non, non. Je dis non, on va voir parce que on n'a pas d'autre solution et puis je suis sûre que ça va fonctionner. Donc, voilà, fais-moi confiance. Voilà, ça va être bien. Donc, on a continué. Mais mon équipe a aussi, dû à la réaction des autres, ils ont vraiment pris ça comme un défi en plus. Donc, ils se sont éclatés. Tout le monde s'est éclaté. Puis, on a fait venir une personne pour peindre. Après, tout le monde était quand même impressionné du résultat. Pour essayer de comprendre plus le monde de Victor Hugo, j'ai lu le livre et j'ai essayé de ramener des choses que lui il écrivait dans son livre, mais qui n'étaient pas écrites dans le scénario ou etc. Donc, juste un exemple, chez le curé, dans le livre, donc, il a écrit qu'il a reçu des rideaux qui étaient déchirés et donc que sa bonne avait réparé. La réparation, ça faisait la forme d'un crucifix. Donc voilà, j'ai fait déchirer des rideaux et on les a cousus en forme de crucifix. Bon, malheureusement, on ne le voit pas dans le film, dans la série. C'est des trucs que je fais plutôt pour, je crois, pour ma conscience. Parce que moi, je trouve que c'est important d'aller le plus loin possible. Et même si ça ne se voit pas toujours, je crois qu'inconsciemment, tu le sens ou tu le vois, qu'il y a quand même plus, qu'il y a des trucs derrière. J'essaie aussi toujours de choisir des éléments spécifiques. Donc pour moi, une armoire n'est pas une armoire ou une vase n'est pas une vase. J'essaie de rechercher les éléments que je trouve qui vont avec un tel personnage dans ma tête, évidemment. Je ne vais pas remplir de décors juste pour remplir.